Les voici, les vrais aristocrates de la mer. Ceux qui ont pensé un temps appartenir plus au grand large qu'à leur famille. Les océans qu'ils ont sillonnés plus de 250 jours par an n'ont gardé aucune trace de leur passage. Ils y ont pourtant écrit une légende, celle des marins partis traquer la fortune dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Cette histoire vécue au large était faite pour rester en mer, secrète. Mais nous allons la raconter avec des documents exceptionnels, des films qu'ils ont eux-mêmes tournés dans les pires instants de tempête ou de blizzard. Par tous les temps, ces hommes de l'océan se lançaient dans la chasse, le dos battu par l'eau glaciale, la tête giflée par les vents. Qui étaient-ils, ces hommes qui partaient de Fécamp, Saint-Malo, La Rochelle ou Bordeaux, pêcher le cabillaud avec la frénésie des chercheurs d'or? Pour retrouver leur épopée, il faut remonter à des temps pas si lointains. En 1945, quand les ports français sont détruits par les bombardements, quand la flotte de pêche a été coulée par les mines. La France se réveille alors affamée dans les ruines d'une guerre de 5 ans et attend de ses grands marins qu'ils repartent pêcher le cabillaud, l'or blanc de Terre-Neuve, des protéines vitales pour le pays. Sur les quais, les armateurs savent que la fortune les attend au large. Ils trépignent à l'idée de renvoyer des navires pêcher le cabillaud autour de l'île canadienne de Terre-Neuve. Aidés par le gouvernement, ils reconstruisent rapidement une flottille performante de chalutiers de grande pêche. Autour des premières coques sorties des chantiers navals, le temps joyeux des inaugurations annonce les prochains départs. La trentaine de grands navires construits entre 1945 et 1950 va entrer dans l'histoire. La prospérité va revenir par l'océan et elle vaut bien une grand-messe. Chaque année, à Fécamp, fin janvier, la Saint-Pierre marque la reprise des campagnes de pêche au cabillaud. Toute la population, fière de ces marins et de cette industrie du poisson salé, assiste à la cérémonie. Le banc et l'arrière-banc de la Haute-Normandie honorent le courage des Terre-Neuvas. L'archevêque est venu de Rouen bénir les marins comme il l'aurait fait de soldats qui partent au sacrifice. L'eau sainte louange les plus imposants, les plus grands navires de pêche français, les chalutiers de Terre-Neuve. Dans quelques heures, ils partiront vers des eaux poissonneuses et glacées de l'autre côté de l'Atlantique Nord. Les marins ont invité à bord leurs frères, leurs pères, leurs oncles et leurs femmes pour partager cette communion avant le grand départ. À l'époque, c'était la pêche qui comptait. Alors les enfants, ils embarquaient très jeunes. C'était le métier de marin. Il n'y avait que des marins à Fécamp. C'était ça, c'était la pêche. La pêche,
Si c'était pas la pêche, c'était travailler dans les usines qui avaient rapport avec le poisson. Mais non, ils n'avaient pas tellement de choix. Les jeunes partaient beaucoup à la pêche. Ils ont 14 ou 15 ans et comme leur père, viennent de signer pour une vie de marin-pêcheur. Ces gamins ne savent pas ce qui les attend. Dans 4 mois, au retour de leur première campagne, leurs mères ne les reconnaîtront pas. Ils auront le teint hâlé et les mains calleuses des hommes du grand large. J'étais très jeune, j'avais 14 ans quand j'ai rencontré mon mari. Et lui, il avait 16 ans avant de partir à la mer. Et les années ont passé comme ça, tout doucement. Et quand il est parti à la mer, ça a continué quand même. Et puis, je suis devenue une femme de marin. Ces navires sont les outils de l'industrie du poisson salé. Des coques fiables, dénuées de confort, dédiées à la pêche. Ils mesurent 60 mètres de long pour une 60aine d'hommes d'équipage. À bord, il y a des vivres pour 190 jours de mer. Et puis quand le bateau sortait, il cornait 3 fois et les hommes devaient se découvrir pour saluer la Vierge sur la côte, pour lui demander de revenir. Partir à Terre-Neuve, c'était pas... C'était normal pour eux. C'était normal. Ils partaient. Ils ne savaient pas si c'était 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais ils partaient. Ils partaient. C'était comme ça. On se demandait toujours s'ils allaient revenir. Ah non, 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 c'était quand même très dur. Hein. La traversée de l'Atlantique Nord est le baptême du large pour les mousses. 3500 km en plein hiver, depuis les côtes de France vers les eaux poissonneuses des hauts fonds autour de Terre-Neuve. Sur cette route en février, les tempêtes s'enchaînent. Les vagues atteignent les 15 mètres et les vents dépassent les 100 km par heure. L'océan est terrible quand on le découvre ainsi. Premier voyage que j'ai fait dans le Jupiter, la traversée a duré 17 jours pour traverser l'Atlantique. Vent d'ouest tous les jours, 8, 7, 8, 10. On a mis 17 jours pour traverser. Moi, arrivant un des derniers, on m'avait mis dans une couchette carrément à l'avant, juste au pied du puits à chaîne, des écubiers. Alors la chaîne tapait régulièrement, à chaque fois que le bateau entrait dans la lame, la chaîne tapait dans l'écubier, c'était affolant. Mais il fallait voir le bruit qu'il pouvait y avoir. J'ai été malade 17 jours, forcément. J'avais perdu 7 ou 8 kilos. Hein. Mais il fallait travailler quand même. Pendant la traversée, les marins préparent les appareils de pêche. Les mains à même l'acier glacé des câbles. Les mousses observent et repèrent les gestes. Ils sont là pour travailler, pour s'endurcir, et rien d'autre n'a d'importance.
Ils sont les forçats de l'océan. Vous avez 15 ans, vous quittez le petit confort familial, etc. C'était... On se demandait qu'est-ce que je suis venu faire là. On n'avait pas imaginé que c'était comme ça. Un mousse qui embarque, 6 mois après, c'est devenu presque un homme. Au bout de quelques jours, les mousses découvrent l'outil de la chasse, le nouveau chalut. Un objet sacré pour les marins du bord, qu'ils enverront racler le fond de la mer pour capturer le poisson. Les mousses sont fascinés par l'énergie de ces hommes. C'est un milieu en fait que moi je découvrais. Mais quand on découvre ce milieu, il faut savoir que l'on part avec ces hommes-là pour longtemps. Donc on les subit. Tu te retrouves du jour au lendemain parmi des hommes qui sont des hommes un peu spéciaux. Parce qu'ils sont capables de travailler 12 heures, 16 heures par jour, dans des conditions les plus lamentables qui soient. C'est des gens qui étaient très russes. Pendant 2 ans, ça a été difficile. Ou avant de reprendre la mer, je pleurais, parce qu'à 17 ans, on est un enfant. On allait à la grande pêche parce que c'était facile d'y aller, parce que le niveau d'instruction n'avait pas besoin d'être élevé. Ce qu'on vous demandait, c'est d'être courageux, de travailler sans se poser de questions, en fait. Peu avant d'arriver sur les bancs de Terre-Neuve, les marins préparent le pont qui sera leur atelier pendant les 4 mois du voyage. À la tête de l'équipage, il n'y a qu'un homme, le capitaine. Le seul du bord à savoir se repérer dans l'immensité de l'océan. Les marins lui vouent une confiance aveugle. Peu importe sa dureté, pourvu qu'il sache trouver le poisson. Cela fait 400 ans que les capitaines venus de France traquent la fortune sur les bancs de Terre-Neuve. Un matin, enfin, ils arrivent sur la zone de pêche. À 600 km des côtes canadiennes, là où les eaux mêlées du fleuve Labrador et du Gulf Stream forment les zones les plus poissonneuses du globe. Ils croisent sur les bancs jusqu'à la fin des années 50 les derniers pêcheurs de cabillaud à la ligne dans ces petites barques, les Doris. Venus du Portugal à la voile, ces marins pêchent comme le faisaient leurs parents avant-guerre. Sur cette mer, pendant 3 mois, ils vont arpenter le néant, traquer un seul et unique poisson, le cabillaud. Le vrai travail, celui qui leur vaudra le titre de Terre-Neuva, débute à un instant précis. Au premier trait de chalut. Pendant plusieurs heures, à pleine puissance de son moteur, le navire va tracter le chalut sur les flancs des canyons sous-marins, là où se nourrissent les bancs de cabillaud. Les mousses ne savent pas qu'une masse de poissons comme ils n'en ont jamais vu remonte vers la surface. Le poisson, c'est comme ça, c'est soit qu'il y en a ou soit qu'il n'y en a pas. Alors quand il y en a, il faut l'embarquer à bord le plus possible. Alors on embarquait le plus possible, il y avait même des poissons qui glissaient devant dans le poste d'équipage. Là, ça voulait dire que le pot était plein.
Palanquet par palanquet, les poissons sont ramenés sur le pont. Jusqu'à 10 tonnes par trait de chalut. Les mousses sont sidérés, fiers de cette pêche miraculeuse, heureux enfin d'appartenir à cette tribu sauvage des marins de la grande pêche. Le capitaine embrasse les cabillots pour conjurer le mauvais sort comme on parie sur la bonne fortune. Il y a le bonheur d'avoir pêché du poisson. Les gens sont contents, allez, on y va, parce que toujours ce besoin de pêcher puis d'en ramener le plus. Plus on ramenait de poissons, plus on gagnait d'argent. Et puis aussi, il y avait la fierté de faire son travail. Il faut maintenant préparer ces milliers de poissons qui ont envahi le bord. L'air, les mains, le sol se couvrent d'une indéfinissable bouillie de tripes et de sang, le sagouin, qui colle sous les bottes et rend le pont glissant comme une patinoire. Le spectacle dure 12 heures, avec par ordre d'apparition tout d'abord l'ébreuilleur, qui vide les morues. Puis vient celui qui coupe les têtes. Quand j'ai commencé, j'étais décolleur, quoi. J'enlevais la tête des morues, quoi. Par la suite, il a fallu que j'apprenne à trancher, quoi. Je suis devenu spécialiste trancheur amondeur, quoi. Il fallait monter pour avoir un grade pour gagner plus. Le trancheur est un virtuose qui retire l'arête centrale du cabillaud d'un seul coup de couteau. Il ouvre jusqu'à 700 poissons à l'heure et donne ainsi le rythme à tout le pont. Quelqu'un, par exemple, qu'on sentait qui tirait un peu au flanc, bah, celui-là a été très mal vu. Les autres le remettaient de vite fait dans le droit chemin. C'est évident, ça allait très vite. Il y avait une rivalité, surtout pour le travail. Moi, je travaille mieux que toi. Moi, je tranche le poisson plus vite que toi. Le travail le plus éprouvant revient au gamin en bout de chaîne, qui lave le poisson avant de l'envoyer dans la cale. Les pires, les plus exposés, c'était quand même les novices, les mousses et les novices qui lavaient la morue. Lui, quand il travaille 12 heures, c'est 12 heures les mains et les pieds dans l'eau. Alors, les mains étaient très sensibles, hein, parce qu'avec le froid, on avait souvent des petits, on appelait ça des choux, tout autour du poignet, là. Et on était obligé de mettre des morceaux de chiffon, quoi, autour avec une élastique pour pas avoir la main qui s'entame, quoi. Dans la cale, le cabillaud change de nom et devient une morue que le saleur recouvre d'une pelletée de sel. Le geste précis du saleur décide de la bonne conservation de la cargaison et de sa valeur à l'arrivée. Le cabillaud est un poisson dont la pêche éprouve les hommes. Les conditions rudes de l'hiver au large du Canada et du Groenland, les blizzards cinglants, les températures en dessous de -20 degrés n'arrêtent pas la pêche. Il y a en chacun d'entre eux une rudesse d'explorateurs polaires, une résistance de poilus dans les tranchées de l'hiver 1916. Le froid était tellement intense que les mains arrivaient à geler, les oreilles arrivaient à geler. Les gens en tombaient avec des évanouissements. C'était plus supportable pour certains. Le capitaine m'avait envoyé voir les mousses. Les mousses qui avaient des grosses mitaines et puis qui lavaient la morue. Et l'eau ne dépassait pas 4 à 6 degrés, quoi. Je faisais enlever les mitaines aux mousses. Et avec une épingle, je piquais très délicatement le doigt des mousses. Si le mousse avait une réaction, c'est bon. Mais il est arrivé que certains avaient les doigts gelés, sans s'en rendre compte.
On mettait un seau d'eau très chaude et un seau d'eau froide. Et le mousse mettait la main dans l'eau chaude et après dans l'eau froide. Évidemment, il souffrait atrocement, mais c'était très efficace. Quand vous allez travailler sur un pont d'un chalutier pour travailler le poisson, vous pouvez pas repartir. Le capitaine, il est en train de vous regarder à la passerelle. Vous êtes là, vous êtes obligé d'y rester, même si vous souffrez. Il faut l'encaisser, quoi. Il faut continuer, quoi. On s'habitue à cette vie et j'ai l'impression que c'est un peu comme le prisonnier. À un moment donné, on s'habitue, on s'organise et puis on dit on est là. Ils sont loin, à 3500 km des côtes françaises, et ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Dans les coups de blizzard, les poissons gèlent sur le pont et le travail est impossible. Le chalutier devient un goulag flottant où les hommes s'accrochent à la vie. Les marins ont baptisé avec ironie ces journées de mauvais temps des marées de paradis. Parce que pendant 24 heures, on ne travaille pas. Confiné à l'intérieur, on s'accorde quelques heures de temps libre et de repos jusqu'à l'accalmie. Peu importe le bruit assourdissant du moteur ou celui des vagues qui cognent sur la coque, il y a tant d'heures de sommeil à rattraper. Ils vivent entassés les uns sur les autres dans une promiscuité étouffante. Sur les bateaux classiques, il n'y avait pas d'eau. Donc il y avait pratiquement, on ne pouvait pas se laver ou il fallait aller chercher un seau d'eau à la cuisine, un seau d'eau chaude à la cuisine. Et on se lavait dans un coin, dans le poste, etc., quoi. Donc il n'y avait pratiquement pas d'hygiène, quoi. D'ailleurs, à l'avant du bateau, il y avait 2 postes de 17 personnes, il n'y avait que 2 water. Il y avait des lavabos, mais il n'y avait pas d'eau, quoi. Donc voilà, quoi. La chance, c'est qu'on est travaillé dans les pays froids. Donc, même s'il n'y avait pas trop d'hygiène, il n'y a pas eu trop de choses qui se sont baladées à venir nous agresser, quoi. La seule intimité du bord est celle de sa couchette, où l'on s'isole les uns des autres grâce à un simple rideau. Les marins l'appellent le branleur. On le tire pour se retrouver le temps de quelques heures seul chez soi avec ses souvenirs. C'était 3 bordées à bord du bateau. Quand la bordée de couche se levait, c'était une autre qui allait se coucher. Toujours 2 bordées qui travaillaient sur le pont et une bordée qui dormait. C'était un roulement, quoi. On avait 6 heures de repos, ça faisait pas beaucoup parce qu'il fallait quand même se déshabiller, manger, et puis ça faisait 1 heure de perdu. On dormait que 5 heures, quoi. Après 2 mois de mer, les mousses sont devenues des hommes. L'équipage, réglé comme une horloge, vit au rythme des remontées de poissons. La cuisine du bord ne s'arrête jamais. Il y a 4 repas par jour, toujours chauds, quelle que soit la météo. On savait que c'était dimanche parce qu'on faisait des frites. Mauvais temps ou pas mauvais temps, le cuisinier se débrouillait. Hein. Ça roulait bord sur bord, mais ça faisait rien, il faisait des frites. Boulanger, il fallait bien qu'il fasse son pain, c'était pareil. À bord, il y avait un boulanger, il y avait un cuisinier. On mangeait très bien, il n'y avait pas de problème.
Le cuisinier sur un navire est une personne que l'on apprécie un peu plus que les autres. Parce que c'est celui qui vous nourrit, c'est celui qui peut vous donner un casse-croûte parce que vous n'avez pas suffisamment mangé au repas, ou parce que vous êtes levé trop tard, et ça se comprend. Après des journées de 12 heures de travail dans le mauvais temps, le cuisinier devient un élément essentiel du bord. On avait des chambres froides qui étaient assez grande, où le bœuf était en quartier, le porc était entier, le mouton était entier, disant qu'en plus il a fallu que j'apprenne un petit peu seul, avec l'aide de quelques collègues, à découper les quartiers de viande. On doit être capable de s'adapter. En fait, c'est toujours le marin qui s'adapte au navire et aux conditions de mer. Ils emportent aussi de la viande sur pied, comme cette truie partie de Fécamp. Nourrie comme les hommes, biberonnée au vin rouge, elle deviendra la mascotte du navire et rentrera bien vivante au port. Sur le Shabbat, on embarquait aussi du vin. C'était du vin très alcoolisé pour pouvoir 14-15 degrés pour pouvoir les conserver, quoi. Si ma mémoire est bonne, on embarquait 10 000 litres de vin. Ah, c'était bien. Et attention, il y avait intérêt à ce qu'on ait pour tout le voyage, hein, parce que s'il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de travail. Hein. Je ne dis pas qu'il y avait la rébellion, mais on s'arrangeait tout. Il m'est arrivé d'aller en chercher sur un autre bateau, ou d'en donner sur un autre bateau. C'était un peu le nerf de la guerre, quoi. En l'absence des marins, les ports ressemblent au décor triste d'un roman de Simenon. Le temps de l'absence, les femmes de marins vivent une demi-vie, comme s'il était de leur devoir d'endosser une part de la souffrance des hommes. Quand on est femme de marin, on est là à courir après des nouvelles. Avez-vous des nouvelles? As-tu une lettre? As-tu su quelque chose? C'est comme ça. C'est pas un métier, femme de marin, je vous assure, qui est drôle. À l'époque, on n'avait pas le téléphone à bord. Au départ, les marins communiquaient uniquement par lettre radio maritime. En fait, c'était un télégramme. Vous envoyez votre message à la station onde courte de Saint-Lys, par exemple, Saint-Lys Radio, qui était la station onde courte de l'époque, et c'était envoyé sur le bureau de poste local. Et l'épouse, les parents recevaient ça par courrier. Alors vous avez le bonsoir de la part de vous. Nous vous souhaitons de passer une bonne nuit, de bons baisers et à demain. Allô la maison, bonsoir Suzanne. Quand ils envoyaient du courrier, ils parlaient jamais de la vie à bord. Non, ils parlaient pas de détails, si vous voulez, hein. De la misère qu'ils avaient. Non, ils n'en parlaient pas. Non, non. Les marins et leurs femmes ne s'échangent que des petites ritournelles trompeuses. Eux en mer mentent par omission. Tout va bien à bord. Elles, depuis la terre, embellissent la vie. Tout va bien à la maison. Et bien souvent, c'était pour donner des nouvelles des gosses, ou ceci ou cela, des textes simples, quoi. Qu'est-ce que vous voulez mettre sur une lettre radio maritime? J'étais pas encore habituée à dire comment il faut écrire. J'avais demandé à mon beau-père, il m'avait dit « Oh, bah, une lettre tous les 15 jours, 3 semaines, ça suffit ». Et quand il était pas content, parce que la première fois que le courrier est arrivé par d'autres bateaux, il n'y avait rien pour lui. Premier voyage.
c'est ce qui les aidait aussi à tenir. Ils aimaient bien. Le courrier, c'était quelque chose de sacré. Les marins attendent des semaines la rencontre avec le navire d'assistance des pêches de la Marine nationale. Le grand navire gris leur apporte le courrier. De vraies lettres venues de la maison. Parfois même un petit colis pour améliorer l'ordinaire. Alors on s'écrivait tous les jours quand on était à Terre-Neuve. On recevait le courrier au bout de 50 jours, j'avais 40 ou 45 lettres, mais dans l'autre sens c'était la même chose. Mais on n'a jamais partagé nos malheurs. Parfois, en plus des nouvelles de la famille, une lettre officielle parvient à bord. Cette fois-là, le général de Gaulle décore un marin de l'Ordre du Mérite. Du fond de leur exil maritime, apprendre qu'à terre on ne les a pas oubliés bouleverse la petite société des officiers du bord. Quand ils sont en mer, ils ne suivent pas les événements de terre, du gouvernement, de la famille, de tout, de tout. Ils sont libres, personne ne les ennuie, à part de travailler très dur, jour et nuit. Mais quelque part, il n'y a personne qui va venir leur casser les pieds ou leur raconter des choses qui pourraient les contrarier. Ils sont dans leur bulle, ils sont dans un autre horizon. C'est des hommes qui vivent une vie spéciale un peu. Le plus grave pour nous, c'était d'envoyer des nouvelles, des mauvaises nouvelles. C'est comme des gens, des matelots qui disparaissaient en mer. Ça nous est arrivé aussi. C'est arrivé. C'était des moments pénibles. On était du côté de l'île de l'Ours. Il faisait mauvais, il faisait force 6 à 7. On faisait le dernier trait de chahut avant de rentrer en France. Tout le monde était content, quoi. On était au carreau, on l'a vu passer devant nous. Et à ce moment-là, il y a un paquet de mer qui a embarqué. Et puis, il a passé par-dessus bord. On l'a vu partir, quoi. C'était un jeune, quoi. C'était terrible, quoi. Terrible. C'est rare quand on parlait de la peur. Non, c'est rare. Il y avait de la brume, on n'y voyait pas à 3 mètres, à 2 mètres. On a été tamponné par un chalutier, le jacqueur, qui nous a coupé en deux, quoi. Quand c'est arrivé, j'étais couché. Alors, ça a fait un gros boom, faut savoir, ça a fait un gros boom. On s'est levé, on a sorti du poste d'équipage et puis on a vu que le bateau a un grand trou sur le côté, quoi. Puis le capitaine qui criait « Vite, 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 on va couler ». On a réussi à mettre une baleinière à l'eau, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans l'eau, qu'on a rattrapés comme ça, par les épaules ou par les cheveux, pour les embarquer sur la baleinière. On en a sauvé quelques-uns comme ça. Mais il fallait beaucoup s'écarter du bateau pour ne pas être aspiré par le bateau. Il y en a beaucoup qui sont partis au fond, quoi, avec le bateau. Hein.
Beaucoup de disparus, quoi. Il y a eu 16 disparus. On a coulé trop vite, quoi. Le bateau, il a coulé trop vite, quoi. C'était un drame, quoi. C'était très difficile à vivre. Hein. Ma fiancée ne voulait pas que je reparte. Non, elle ne voulait pas. Hein. Et puis, je suis reparti quand même, ouais. On pense toujours que ça ne va pas vous arriver. Donc mon mari était le patron de pêche. Il commandait le Jean Gougy, un bateau de Dieppe. Et bon, bah voilà, c'est toute une jeunesse qui est partie sur ce bateau. Et c'est un drame. Je me souviens, je revenais de faire mes courses en ville et je rencontre une petite cousine qui me dit oh, bah tiens, Patricia, tu fais tes courses? Bah, j'ai dit oui, oui. Elle me dit tu devrais remonter chez toi. Et c'est là où j'ai entendu un moment le message où il recherchait le Jean Gougy qui ne répondait plus. Donc voilà, j'ai compris. Le dernier mot, on ne le connaît pas puisqu'il n'y a eu aucun survivant. Ils sont partis avec leurs secrets et malheureusement, nous, ce qu'on a plutôt en tête, c'est qu'est-ce qui s'est passé, enfin, quels ont été leurs derniers moments, parce que bon, ça doit être terrible de toute manière de voir les copains disparaître et que vous allez disparaître en même temps. On s'arrête quelques instants pour des hommes tombés en mer. L'océan ne laisse pas de temps à l'apitoiement. La pêche reprend vite. Plus vite la cale sera remplie, plus vite on rentrera au port. Quand on avait fait une bonne pêche, les mécaniciens allaient sur le pont. Sur certains bateaux, on donnait un coup de main. Donc effectivement, quand ils nous voyaient arriver, nos collègues, oh, voilà le renfort, enfin, etc., tout le monde était content. Ça remettait un peu de baume au cœur à tout le monde et tout le monde y allait, quoi. Hein. De temps en temps, donc, le capitaine aussi, pour remettre un peu d'ambiance, mettait de la musique, quoi, sur le pont, quoi, pour essayer de remettre un peu d'entrain, quoi, hein, etc. Mais à condition, il mettait de la musique que quand la pêche était bonne. Le capitaine de pêche était un personnage. J'ai eu la chance de naviguer avec des capitaines de pêche qui étaient durs, qui pêchaient bien, mais que derrière chaque homme, il y avait de l'humain. « 100 jours après le départ, les navires qui ont eu la chance de trouver le plus de poissons rentrent les premiers à quai.
Ces premiers retours relancent l'activité des ports de Fécamp, Saint-Malo et Bordeaux. Pendant les 2 semaines de l'escale, les dockers déchargent les navires de leur butin. Une cale pleine d'un chalutier, c'est une fortune de 900 tonnes de morue salée, dont 20% de la valeur revient à l'équipage. À la fin des années 60, les chalutiers de grande pêche française rapportent de Terre-Neuve 50 000 tonnes de poissons salés chaque année. Un emploi de marin-pêcheur génère 5 emplois à terre. À Fécamp, Saint-Malo, Bordeaux, 1600 personnes travaillent grâce au Terre-Neuva. La morue mérite bien son nom ancestral d'or blanc. Ceux qui sont restés en mer poursuivent la chasse. Entre bateaux amis, ils s'échangent quelques informations imprécises. La compétition fait rage sur le plan d'eau. Avec tous les autres navires, c'est chacun pour soi. Quelquefois, vous partiez, vous ne saviez pas où aller ou quoi, il fallait des informations, des renseignements pour savoir comment était la pêche, à quel endroit, et ceci, cela, quoi. Les bateaux travaillaient par code, d'une façon codée. On passait beaucoup notre temps à écouter les bateaux étrangers, surtout russes, parce que les Russes travaillaient avec des codes, mais des codes qu'on était arrivé à décoder plus ou moins, surtout au niveau des positions et au niveau des espèces de pêchées. Les bons coins ne restent pas longtemps secrets sur les bancs. On y croise des navires de la vieille Europe, portugais, espagnols, britanniques. La masse de poissons à se partager est telle que chacun est assuré de rentrer la cale pleine. L'ordre de quitter les bancs de Terre-Neuve pour mettre cap à l'est sera donné par l'armateur. Même à plus de 4 mois passés en mer, si la cale n'est pas pleine, l'armateur ne se manifeste pas. Signe sans équivoque qu'il faut continuer la pêche. Il n'y a plus de viande, il restait quelques pommes de terre, on pêchait bien. Puis le capitaine dit, on va pas s'en aller, on pêche bien. Bon, on n'a plus rien à manger, plus grand-chose. Alors, il y avait quelques-uns là qui pêchaient des mouettes. Donc à l'arrière du bateau, là, on tendait des lignes avec donc un hameçon. Bon, on a pêché ça parce qu'en fin de compte, on n'avait pas de viande fraîche, quoi. Hein. Le cuisinier faisait ce qu'il pouvait, et que s'il restait de margarine ou tout ça, il faisait un ragoût de mouette. J'avais horreur de ça. Ça avait le goût de poisson, c'était infect. Mais comme j'avais faim, je mangeais de la mouette. C'était dur, hein, c'était coriace. Hein. Fallait avoir de bonnes dents pour croquer là-dedans, quoi. Ça remplaçait le beefsteak. En fait, bon, on a fait le voyage, mais alors, sur les rotules, quoi. Un dernier ragoût de mouette et l'ordre tant attendu arrive. Cap à terre. C'est le temps de la potasse, le grand ménage. Ce qui se passe en mer doit rester en mer, dit le proverbe. Alors, on cache les reliefs du travail, les marques de la tuerie. Il faut que tout soit propre, que l'on brille quand on passera les digues du port. Quelques jours avant, déjà, ils sentaient, déjà, c'est pire qu'un village, hein, donc tout se sait très vite. Quand on faisait le dernier trait de chalut, on disait embarquer les bourrelets, embarquer les planches. Tout le monde savait que ça y est, hop, on y va. Alors là, il n'y avait pas de finir.
C'est la joie pour tout le monde. Alors, les gens revivent, on nettoie le bateau d'un bout à l'autre, forcément, parce que là, c'est une très bonne ambiance quand on revient. Après le bateau, c'est au tour des hommes d'effacer les marques de ces 4 mois de mer, pour qu'à l'arrivée, les familles ne devinent jamais les épreuves par lesquelles ils sont passés. Dans l'euphorie des derniers jours, chacun se prépare à sa manière à revenir sur Terre. La femme, c'est le personnage important que tu vas retrouver au retour de mer, en fait. Tu es sûr qu'elle est là, tu es sûr qu'elle t'attend, tu es sûr donc que tu vas passer aussi de bons moments. Elle parcourait 5 ou 600 ou 800 km pour venir me chercher. Pour elle, c'était important. Ça nous permettait de passer 24 heures de plus ensemble et préparer toujours mon retour. Une fois à terre, le métier n'est plus qu'un moyen, celui d'avoir gagné de quoi faire manger la famille. Et la vie n'a plus qu'un visage, celui d'une femme. Ils étaient bien, ils avaient eu le temps de retour pour se reposer. S'ils mettaient 8 jours ou 10 jours pour faire la route pour revenir de la campagne, de Terre-Neuve, ben, ils se reposaient, donc ils arrivaient, ils étaient bien. Mes enfants me voyaient arriver à la maison, ils pleuraient. Hein. Ils ne connaissaient pas, quoi. Ils se réfugiaient dans les jupes de leur mère. Là, c'était dur. Là, c'est dur, c'est dur. Hein. Ma fille, je ne l'ai pas vue naître. Mon garçon, je l'ai vu naître, on partait le lendemain. Quoi. Et puis, bon, bah, après, ils grandissent. Et puis, mon épouse faisait ce qu'il fallait pour parler de leur père, enfin, etc. Quoi. Mais les premiers temps, c'est dur, hein, c'est dur. Mais moi, ça m'a marqué et ça m'est resté, ça, c'est sûr. De voir mes enfants pleurer quand j'arrive, c'est épouvantable. C'est très difficile de voir son père 3 mois par an. Il nous voit arriver, là, quand ils sont jeunes, il dit que c'est que cet étranger là, qui vient prendre... Puis on ne peut pas être sévère, on est là 15 jours. Alors si on est un peu sévère, eh ben, il n'ont qu'une pensée, ils disent celui-là, il commence à nous embêter pour qu'il reparte au plus vite. Richard, on fonce après, hein? T'as un vélo neuf maintenant, hein? On fonce, hein? Allez, un coup blanc pour mettre les émotions. Quand il rentrait de mer, il vivait beaucoup. C'était vraiment... il vivait. Il rattrapait les jours qu'ils avaient passés en mer. Mais nous, en tant que femmes de marin, on sait très bien que le mari, le matin, il ne fallait pas compter dessus. Hein. Ils sont habitués à vivre en permanence ensemble. Lorsqu'ils sont à terre, mais ils se recherchent. Donc ils descendaient dans Fécamp, ils avaient leurs petits endroits attitrés où ils se rejoignaient, ils passaient la matinée ensemble. Et après, ils étaient avec leur famille dans l'après-midi.
Ils arrivent, ils ont droit à tout, quoi. Ils ont de l'argent, ça n'a rien à voir avec les gens de terre. Hein. Les gens de terre, on dit, ah, ça se voit bien que les Terre Nova sont rentrés, là. Il y a du chahut partout, là. Ah ouais. Ils arrivaient, ils achetaient des mobylettes, ils achetaient plein de trucs, quoi, parce qu'ils avaient de l'argent, quoi. J'ai pas de monnaie, moi, tu montres. Moi, j'ai pu offrir une bague à ma femme pour se marier. C'était pas l'argent que mes parents me donnaient. C'était mon argent, quoi. Ils dépensaient énormément, ils faisaient plaisir à leur entourage. C'était des cadeaux pour Noël à profusion, les enfants étaient gâtés. Le commerce, il était vraiment florissant à cette période-là. Fait qu'on vivait, quoi. Hein. À l'époque, c'était les scooters, les mobylettes. Les femmes avaient un certain niveau de vie, quoi. Hein. Là, on dépensait de l'argent. Et la ville en profitait fortement. La femme du capitaine de pêche avait forcément la voiture dernier cri. À l'époque, c'était les Maserati. Avait forcément un manteau de fourrure. Et sur le quai, on savait que c'était la femme du capitaine de pêche qui souvent avait un panache supérieur à l'armateur qui lui restait toujours modeste. Il ne voulait pas montrer qu'il avait de l'argent. Les capitaines gagnent beaucoup d'argent. Suffisamment pour relâcher la pression dans d'inoubliables virées parisiennes. Ils flambaient des sommes épouvantables, où ils marchaient qu'en Champagne, dans les plus grands restaurants, même s'ils n'avaient pas la classe pour y aller, mais disons qu'ils avaient beaucoup d'argent et puis ils aimaient le montrer. Mais ces femmes de capitaines de pêche, en fait, n'étaient pas des mondaines. Et donc, elles savaient que tout ce qu'elles avaient, elles le devaient aussi un petit peu à l'équipage. 17 bateaux, 55 marins par bateau. C'était de la jeunesse qui arrivait. Bah, c'était très animé quand ils arrivaient tous. Au moment des scooters, là, des Vespa, ils avaient tous un Vespa, hein, et puis ils connaissaient pas le code de la route, hein, ils roulaient. Bon, bah, c'était la jeunesse hein, qui vivait à 100 à l'heure. Les fécamps revivaient à 100% lorsqu'ils étaient à terre. Le deuxième ou troisième voyage, mon objectif, c'était de m'acheter une moto, quoi. En fin de compte, j'y retournais que pour ça, quoi. Parce que bah, voilà, il fallait que je flambe bah, en achetant le modèle neuf de l'époque. Et puis, on a quand même 4 mois de salaire à dépenser. On a des bons salaires et en plus, on en a 4 à dépenser. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte. Hier, ça n'existe plus, demain, on verra. Donc, bah, il y a 4 mois à cramer, il faut les cramer, quoi. Puis si on n'a que 15 jours, il faut faire vite. Les endroits où on pouvait danser, ça finissait par de la bagarre. C'était les tables, les chaises, tout ce qu'ils avaient sous la main, tout volait. Hein. Non, il fallait mieux sortir en vitesse. Quand ça commence à s'échauffer. C'était terrible. Moi, j'ai eu des potes qui, sur un mois de congé, en ont fait que 15 parce qu'ils se sont trop éclatés peut-être dans les 15 premiers. Donc, bah, ils sont arrivés pour réembarquer avec le camion de gendarmerie. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont fait la moitié de congé, moitié tôle, et ils repartent. Les gens, ça les dérange pas puisque c'est un mode de fonctionnement. On s'éclate, on dépense, mais on est fiers de faire ce métier-là, on y retourne. Le temps de la fête cesse au bout d'une quinzaine de jours parce que les poches sont vides et qu'il faut repartir. Les armateurs demandent l'absolution de leurs troupes et tout recommence.
Les ports retrouvent leur sérieux et attendent des marins qu'ils reprennent leur part d'efforts et rapportent des centaines de tonnes d'or blanc de Terre-Neuve. Nous sommes maintenant dans les années 70. Ils sont toujours ces héros dont le sacrifice fait la richesse de toute une industrie. Dans la foule, le capitaine René Fiquet s'est glissé anonyme pour apprécier l'hommage. Dans les bassins, de nouveaux chalutiers modernes témoignent de la puissance de cette industrie. Ils sont la fierté de la ville, à la fois sa culture et son économie. Pour les habitants de ces ports morutiers, regarder les marins partir, c'est se souvenir de son histoire. C'est vivre un peu plus fort le temps de ses départs et se demander en secret si soi-même on serait capable de les suivre. Les nouveaux chalutiers sont plus grands, plus confortables, plus puissants. L'Europe a en partie financé leur construction. Au moment de leur départ, les marins ignorent que de grands changements se préparent. Bon, le bateau cornait et puis bon, les marins n'étaient pas toujours pressés de regagner de navires. Vous faisiez un bar, un deuxième, un troisième. Et puis bon, vous les voyez, ils étaient attablés avec leur verre. Et puis je leur disais, le capitaine, il a fait l'appel, vous avez bien entendu. Oui, Patricia, oui, on a entendu, mais on finit notre verre, puis on arrive. Alors on boit le muscadet avant de partir? Ah oui, parce que c'est peut-être les derniers alors. Pourquoi les derniers? Pas les derniers, mais avant 3 mois. On ne se dit pas au revoir quand on part des mois. On se dit adieu. Quitter la terre et les siens est toujours un arrachement, une douleur. Donc vous abandonniez le logis. Et c'est votre épouse qui se trouvait responsable de tout ça, quoi. Non, les femmes ont été remarquables. Les femmes ont été remarquables. Et je pense que pour être femme de marin, il faut aussi avoir un caractère spécial, quoi. C'était triste parce que tout le monde pleurait. Hein. Tout le monde pleurait sur le quai, les mères, les fiancés, les sœurs. Tout le monde était triste. Hein. Vous restiez sur le pont jusqu'à plus pouvoir distinguer les gens, quoi. Et puis effectivement, là, vous vous disiez, ça y est, on est parti pour un voyage et ça va être dur, ou espérons que justement, il ne soit pas trop dur, qu'on revienne rapidement, qu'on pêche bien et puis que tout se passe bien, quoi. Ouais, femme de marin, c'est lourd. C'est lourd. On fait tout seul. Donner la vie. Être là pour les inhumations, parce que dans les familles, il y a des décès. On est toujours tout seul. On épouse la mer, on épouse le bateau, on épouse tout. Et puis quand on est enfant de marin, c'est pareil. C'est une drôle de vie. Bonne journée à Talente. Les souvenirs de départ, c'est une ambiance à la maison différente. Le calme, pas de bruit. C'est à la fois un grand vide
Et puis en même temps, quand on est enfant, on se dit bon, ben, on reprend la vie avec maman. Un père marin, ça veut dire aussi qu'il faut le partager à la maison, il faut partager sa mère quand il revient. Chacun reprend son rôle. Ben, maman reprend son rôle de mère de famille. Et puis, ben, nous, le chemin de l'école à nouveau. On n'était pas tout seul, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'enfants de marins. On avait une vie différente. Les familles des marins étaient certainement plus argentées. Et donc, il y avait une jalousie. Donc, à l'école, il y avait des rivalités entre les enfants de marins et les enfants de terriens. Toi? Moi, mon père, il est second. Second. T'as des marins. Et toi? C'est ma mère qui travaille à la conserverie. À la conserverie. Et toi? Mon père, il est patron. Il est patron sur un bateau? Oui. Bon, voilà un patron ici. Et toi? Mon père, il est marieur. Il est marieur. Et toi? Mon père, il est marieur. Marieur, deux marieurs. Et toi? Mon père est matelot. Matelot sur un bateau? Oui. Mon père, il est patron sur un bateau. Il est patron sur un bateau. Chef mécanicien sur un bateau, Cap Sainte-Marie. Bien. Marin sur un bateau. Marin sur un bateau. Mon père est chef charcutier. On connaissait des choses différentes aussi, parce qu'évidemment, le métier du père amène des connaissances. Et donc moi, j'ai appris en fait à connaître ce métier avec les films que mon père a rapportés. Quand ils arrivaient en escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, bon, bah, de filmer le Saint-Pierre vu du bateau, c'est magnifique. On voit toutes ces maisons, les couleurs. Ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas dans les livres à l'école. Mon père, il nous expliquait comment c'était. Il faisait qu'il fait froid, qu'il y a de la glace, que le bateau peut rester bloqué, qu'il y a des phoques, qu'il y a des ours, qu'il a vu des icebergs. Il nous parlait aussi de l'époque des Esquimaux. En début d'année, on nous demande une fiche quand on rentre à l'école. Nom, prénom, profession de la mère, profession du père. J'ai jamais mis capitaine et c'était marin. Mais oui, moi j'étais fière. La révolution agroalimentaire qui s'amorce dans les années 70 va bouleverser l'industrie de la grande pêche. Les consommateurs n'ont plus envie de morue salée. Ils veulent du poisson surgelé plus moderne. Ils veulent vivre avec leur temps. Les nouvelles usines de transformation du poisson se sont adaptées à cette révolution du grand froid. Les plaques de cabillaud surgelés sont débitées en croquettes. Le poisson carré conquiert la restauration collective et envahit les réfrigérateurs. Les armateurs ont adapté les bateaux à cette révolution alimentaire. Le métier a changé. Le pont du navire ne sert plus à travailler le poisson. Il est devenu la piste d'atterrissage du chalut qu'il hisse des profondeurs quelle que soit la météo. Les marins s'adaptent vite à leur nouvel outil de travail et ses nouveaux dangers. Tout est plus grand,
démesuré comparé aux anciens chalutiers. En un seul coup de chalut, il remonte 10 fois plus de morue qu'avant. C'est un métier d'adrénaline, et l'adrénaline, elle est apportée, en fin de compte, quelque part, par l'argent. Puisque le but du jeu, c'est du tonnage pour de l'argent. On n'est pas dans un mode de fonctionnement ou de raisonnement, je fais un beau métier, je fais... Non, non, on est là pour l'argent, point à la ligne. Plus le boudin est gros, plus il y a de l'argent qui tombe dans la cale, plus ça ressort. C'est la logique du système, quoi. Les seules fois où j'ai vu les capitaines disjoncter, on pouvait faire un trait de, je sais pas, 40, 50 tonnes. S'il y avait une morue qui tombait à l'eau au moment de mettre dans la trémie derrière, il disjonctait complet, quoi. Des fois, on regardait, on dit, attends, c'est bon, quoi, c'est une, quoi. C'est pas grave, quoi. Sur 50 tonnes, on va dire que tout poisson venu à bord doit ressortir en billet, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut que ça fasse du chiffre. Ils n'ont jamais vu autant de morue. L'euphorie gagne les équipages. 80 tonnes de poissons d'un seul coup. Des boudins remplis à craquer de bifetons. Les capitaines de pêche, c'est limite des prédateurs, en fait. Leur conversation, quand il y a des périodes de pêche, pour essayer de s'embrouiller les uns les autres, c'est phénoménal, quoi. Mais parce que, voilà, c'est des chasseurs, il faut pas que quelqu'un aille dans leur endroit. La mer est libre, mais c'est chez eux quand même, quoi. J'avais 32 ans quand j'ai commandé, ouais. C'était la grosse compétition entre les bateaux de Bordeaux, les Fécampois, les Malouins. Donc voilà, c'était un éternel, c'était ceux-là qui faisaient le mieux, bien sûr, hein. Ah, les capitaines, à ce moment-là, ils s'amusaient, hein. Il y avait encore de la ressource, on pêchait à la montre. C'est-à-dire, on gagnait notre montre, on mettait le chalut à l'eau, on gagnait notre montre. Le chalut se posait au fond, tac, on attendait 5 minutes, on montait le chalut, il était plein. Donc il y avait encore de la ressource, bien sûr. Pour traiter ces dizaines de tonnes de poissons et enchaîner les traits de chalut, les ingénieurs ont modernisé la conception des bateaux. À l'abri sous le pont, ils ont installé de véritables usines agroalimentaires. Les marins travaillent à l'abri des vagues et des embruns. C'est la fin de la morue salée, l'ère du cabillaud surgelé. Les poissons sont dépecés, débités en filets par des machines automatiques. Les marins de Terre-Neuve sont devenus des ouvriers du grand large. C'est une révolution. À Terre-Neuve, c'est l'Alali. Des navires modernes venus du monde entier débarquent sur les bancs pour extraire à leur tour leur part du gisement. Après tout, l'océan n'appartient-il pas à tout le monde? Les 30 chalutiers français se retrouvent débordés par une flottille de 700 navires soviétiques. D'énormes navires-usines russes, polonais ou allemands de l'Est raclent les fonds sans retenue. Ils sont grands comme des transatlantiques, véritables conglomérats industriels flottants, envoyés par les régimes communistes pour nourrir à bas coût leur population. Une démesure soviétique. Alors, les Russes ont beaucoup pêché à une époque, hein. C'était des flottes énormes, des bateaux-mers, avec chaque bateau-mer avait une douzaine de bateaux qui venaient l'alimenter tous les jours. Les Allemands de l'Est aussi à l'époque étaient là. Il y avait des flottes de pêche, mais alors pas possible, hein. Il se pêche à cette époque 1 800 000 tonnes de morue par an, 3 fois plus que dans les années 50. Les stocks de cabillaud qui avaient survécu à des centaines d'années d'une pêche modérée ne vont pas résister à cette dévastation. Pour rentabiliser les nouveaux navires qui ont coûté des fortunes, les capitaines français vont devoir encore repousser leurs limites. On ne trouvait pratiquement plus de morue dans les eaux libres. Et on s'est aperçu qu'en rentrant dans la banquise, le poisson avait une autoprotection.
et il allait sous la banquise. J'ai réussi à monter jusqu'à 82 nord, pas loin du pôle Nord, quoi. On suivait le poisson. On était toujours à la limite, quoi. On allait au maximum. C'était le rendement, toujours le rendement. Il fallait absolument ramener du poisson, quoi. Les coques des chalutiers sont renforcées. Mais à ces latitudes, elles ne peuvent résister aux mâchoires d'une épaisse banquise qui se referme. Les navires s'entraident. Il fait jusqu'à moins 30 degrés. Et la pêche continue. Dès qu'il y avait du mauvais temps, le paquet de mer embarquait. Et dès que l'on embarquait sur le chalutier, ben, ça gelait. Et on chargeait de glace en très très peu de temps, ce qui est très très dangereux puisque c'était des... On a évalué à plusieurs centaines de tonnes le poids de la glace qui était dans l'eau du bateau. Et là, c'était très dangereux, on aurait pu chavirer. Alors, il n'y avait qu'une solution, c'était d'enlever cette glace, un coup de pioche, un coup de pelle, et tout le monde s'y mettait, hein, question de survie, quoi. Par ces températures polaires, la glace est dure comme l'acier. La banquise est aussi un ravissement. Elle est un désert blanc qui brise la monotonie de la haute mer et fascine ces aventuriers de la grande pêche. Les Terre-Neuva ne vont pas profiter longtemps de ces paysages. À la fin des années 70, les Canadiens décident de se réapproprier leur territoire maritime, ouvert librement aux Terre-Neuva depuis 4 siècles. C'est la fin de la liberté, la fin des zones poissonneuses ouvertes à tous. Les Canadiens qui ont compris trop tard la mesure du pillage surveillent les pêcheurs. Tous les ans, ils prenaient les armateurs, vous avez le droit à tant de milliers de tonnes, et tous les ans, ça diminuait. Alors forcément, il est arrivé un moment où c'était plus rentable si on appliquait ces quotas-là. Alors, qu'est-ce que les armateurs faisaient? Ils supprimaient un bateau, ils l'envoyaient à la casse, ou ils le vendaient. Alors tous les ans, il y avait un bateau de moins, et eux, tous les ans, ils diminuaient le quota. Je pense qu'ils avaient quand même de bonnes raisons de préserver leurs ressources, quoi. C'est pas tellement les 15 chalutiers français qui ont épuisé leurs ressources, c'était les hordes de Russes qui pillaient littéralement les côtes du Labrador, des Terre-Neuve et tout ça, avec des chaluts du maillage très petit, donc même les très petites morues étaient pêchées, la morue n'avait plus les moyens de se reproduire, quoi. Alors que nous étions astreints à un certain maillage quand même qui faisait une sélection naturelle et on récupérait quand même du poisson plus gros, quoi. Limités par les quotas de pêche dans les eaux canadiennes, les navires français partent l'été pêcher tout près des côtes russes, à la limite de leurs eaux territoriales. On allait aussi devant Mourmansk. Moi j'aimais bien ce petit coin-là, on pêchait gentiment, quoi, bien. C'était l'été, il faisait beau, puis il envoyait le périscope de sous-marin à 300-400 mètres de nous. Tant qu'on était là, il était en permanence là, en plongée, à nous surveiller. Et je vois arriver un bateau de guerre. Alors il nous envoie une volée de pavillons, une code internationale, stoppé immédiatement, nous allons monter à bord. Bon. Avec les soviétiques, on n'était pas fiers, hein. On se demandait qu'est-ce qui allait nous arriver. Ils étaient une dizaine de marins avec la Kalachnikov sur le ventre. On a fait monter l'officier à bord et puis il nous a expliqué. Il dit voilà monsieur, à partir de maintenant, les limites passent de 12 000 nautiques à 200 000 nautiques. Vous avez 2 heures pour dégager la zone. Si vous n'êtes pas content, vous appelez votre ambassade.
Et voilà, du jour au lendemain, on est passé de 12 000 à 200 000. Donc, on avait encore perdu une zone énorme de pêche, quoi. Au début des années 80, dans le monde entier, les frontières maritimes passent de 12 000 nautiques à 200. Tous les pays maritimes font ce bond vers le large, qui bouleverse l'industrie de la grande pêche. Les Terre-Neuva seront progressivement chassées des eaux canadiennes. Ce sera l'adieu au grand large pour toute une génération de marins-pêcheurs. Ça a fait un choc, bien sûr, hein, parce qu'on voyait que par ça, que le cabillaud, que le cabillaud, que le cabillaud. On ne pensait pas à prospecter ailleurs. Il y avait que ça qui fonctionnait pour nous. Tout le monde a démissionné pour aller ailleurs, pour aller au commerce, les cars ferry. Alors c'était le grand malheur de la pêche française. Hein. Le Shamrock III, le Finlande, le Marie de Grasse, le Zélande, le Victor Pleven, le Pierre Vidal, tous ces navires mythiques de la grande pêche effectuent dans les années 80 leur dernier voyage. La fin d'une époque, la fin d'un monde pour lequel ces hommes acceptaient de vivre 300 jours par an loin de la terre. Entre camarades, unis par le goût de l'aventure, du risque et du profit. L'adieu à Terre-Neuve portera pour toujours la douleur de l'injustice, adoucie seulement par d'inénarrables souvenirs de mer. Secrète fiesta du grand large. Il n'y aura pas d'adieu organisé pour ces hommes. Ceux qu'on célébrait à chaque départ vont devoir s'inventer seuls de nouvelles vies. Dans les ports morutiers, la rouille viendra aussi vite que les regrets. Moi, j'ai 40 ans que je suis dans la même maison, ça me fait pas plaisir d'aller de me mettre au chômage, parce que je fais tout le temps travailler, j'ai 400 mois de navigation. Alors, je sais pas, mais ça fait un drôle d'effet de laisser la maison du Hamel, les pêcheries de Pékin. C'est qu'on n'a pas su se reconvertir, dire, se remettre en question, dire les bateaux ça va plus, il faut des bateaux plus performants, il faut trouver autre chose. Ils n'ont pas su faire. Ils ont noirci le tableau, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu les bateaux, qui étaient déjà assez âgés, qui avaient déjà beaucoup d'âge. Ils n'ont pas pensé bateau-usine, plus grand, plus motorisé. Il y a moyen de se diversifier ailleurs, et aussi rentable que le cabillaud. Ouais, je suis fier de dire que j'ai été dans les derniers jeunes à avoir été à Terre-Neuve. On est fiers et quelque part, c'est aussi une image quand on va chercher un boulot ailleurs. Quand on dit « j'ai fait Terre-Neuve », il y a déjà la moitié de la porte qui est ouverte. Parce que les gens partent avec leur idée de Terre-Neuve, en fait. Du positif, du négatif, mais avec leur idée. Le dernier grand chalutier de Fécamp, le Dauphin, sera vendu en 1987. Le Victor Pleven quittera Saint-Malo en 1992. Depuis la disparition des chalutiers de Terre-Neuve, le monde de la pêche a souffert de bien d'autres faillites. La surpêche, les importations à bas prix, les limitations de capture auraient pu vider les ports de France de tous ces navires. C'était oublier que les marins d'aujourd'hui perpétuent l'héritage des Terre-Neuva. Quand j'ai commencé la pêche, on m'a dit la pêche c'est foutu. Donc voilà.
J'ai 42 ans, je suis toujours à la pêche. Amour, n'as-tu jamais seulement vu un arbre en fleurs? Tu ne connais pas le printemps. Pour moi, être femme de marin, c'est pas être comme tout le monde, parce qu'on n'a pas une vie comme tout le monde. C'est une vie à part. Tu es parti 5 mois, j'ai épousé l'océan. Moi qui rêvais de toi. Je suis de l'océan. La mer, elle t'offre une vie peut-être plus que ce que tu le vaux, enfin, ou ce que tu es capable de valoir à terre, quoi. Quand t'es gosse, voilà, c'est un métier d'homme, c'est dur. Et donc, de toucher quelque chose de ça, ça veut dire que t'as été dur en fin de compte. T'as réussi. Celui qui aime pas la mer, de toute façon, il fera jamais ce métier. Acrobate couvert d'écailles, je danse sur le pont. Après, des fois, je l'envie en me disant, lui, il n'a pas les petits tracas de la vie quotidienne. Je pense aussi qu'ils ont conscience que c'est un métier dangereux et que potentiellement, il est possible qu'ils ne rentrent pas, quoi. Est-ce que mes mains épaisses retrouveront ton corps? Je pense que le métier de marin, c'est une fierté d'abord. C'est le métier qui veut ça, on est comme ça. On est tous pareils, tous. Qu'est-ce que le printemps? Que ton enfant grandit, ta mère va très bien. Je suis de l'océan. Seules les vagues. Depuis les quais de Saint-Malo, on peut encore apercevoir le dernier navire qui a connu la grande pêche à Terre-Neuve. Le Joseph Roty II quitte les quais malouins tous les ans début janvier pour une campagne de pêche de 5 mois. Il ne pêche plus le cabillaud, mais le merlan bleu, au milieu de l'Atlantique Nord. Je suis de l'océan. De l'océan. Qu'est-ce que le printemps? Le printemps.